poco por hacer una presentación de las cosas porque pues, es más fácil para mí, pero luego si tenéis preguntas, pedirme en español y contarle en español. Bueno. Cette communication se pose en contrepoint des présentations exposées jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que Lutèce est un cas intéressant, mais il faudrait dire frustrant de l'archéologie. En effet, on a le nom de l'Oppidum, la mention de son emplacement sur une île de la Seine, le récit de la bataille de Lutèce dont tous les historiens essayent de restituer les lieux de l'action. Nous avons également des preuves de l'importance de la Civitas de Parisie, et pourtant, malgré tous ces éléments, le site de la Lutèce gauloise échappe encore à l'observation archéologique. Toutefois, il n'y a pas à proprement parler de vide archéologique, puisqu'il y a des découvertes éparses qui se rapportent à l'âge du fer au sein de Paris et dans ses environs immédiats. Donc, dans un premier temps, nous allons considérer la cité des Parisis, avant de nous pencher sur la question de la localisation de Lutèce et des avantages naturels de son probable emplacement sur le territoire de Paris. Cité à plusieurs reprises par César dans la guerre des Gaules, le nom des Parisis apparaît cité parmi d'autres. Le fleuve Sequana et Lutetia, où le proconsul choisit de transférer depuis Amiens l'Assemblée des peuples gaulois en 53 avant Jésus-Christ. On retient généralement des passages relatifs à la campagne militaire victorieuse de Labienus, ceux qui signalent la position topographique de leur ville, Lutèce, dans une île de la Seine. Vous pouvez voir la phrase dessus. Et également son incendie ordonné par Camulogène en 52 avant Jésus-Christ. L'indication de César à propos de la rébellion initiée par les Carmites et les Sénons en 54-53 avant Jésus-Christ met en lumière les relations étroites que les Parisis auraient entretenues avec ces derniers, leurs puissants voisins. Comme vous pouvez le voir avec la citation en l'air. Dans son ouvrage sur Paris antique, Paul-Marie Duval a proposé d'interpréter la formule Patrum Memoria comme l'expression d'une union temporaire de courte durée, sans doute nouée vers la fin du deuxième ou le début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et cela peut être en faveur de l'invasion des Saints et des Thébains. Cet extrait souligne également l'autonomie politique des Parisis en 53 avant Jésus-Christ, au moment de la conquête de la Gaule. Toutefois, s'ils ne participent pas au complot mentionné par César, ils prennent part au soulèvement de Vercingétorix au début de l'année 52 avant Jésus-Christ. Ainsi, dans son livre 7, César rapporte que les Parisis ont envoyé 8000 hommes en renfort à Alésia, malgré leur récente défaite face à Labienus. Cette mention permet de rendre compte du poids démographique et économique de l'acquis Lutèce. Strabon évoque lui aussi la position insulaire de la ville des Parisis, d'une manière qui peut créer des polémiques, alors que Ptolémée associe clairement Lutèce aux Parisiens. On admet que le peuplement des Parisis est fixé dans ses limites territoriales dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. Si les sources écrites anciennes permettent de localiser approximativement la position de la Civitas des Parisis, c'est grâce à la répartition des monnaies qui leur sont attribuées, notamment les fameux statères en or, et aux limites des administrations gallo-romaines et des diocèses médiévaux, que l'on peut deviner l'étendue de leur territoire. Ainsi, on considère les limites des diocèses médiévaux. On considère donc les limites des diocèses médiévaux comme on considère qu'ils ont repris celles des cités gallo-romaines et qui seraient elles-mêmes issues des limites gauloises. Donc nous avons ici une carte qui représente le diocèse de Paris et qui correspondrait à la limite du territoire des Parisiens. S'il faut rester prudent dans l'interprétation des données monétaires, il est remarquable que tous les fameux statères d'or des Parisis aient été découverts, à quelques exceptions près, au sein des limites définies par le diocèse médiéval. En particulier, le trésor de ces monnaies sont localisés entre Paris et la boucle de Nanterre. Toutefois, le dépôt de ces trésors peut relever également d'une intention rituelle. Comme on peut le voir sur les cartes, la découverte des bronzes frappés à légende Vénextos et Ekaios, qui semblent propres à la Civitas des Parisis, se concentrent clairement dans les limites du diocèse médiéval, voire à Paris, et s'approchent banlieue pour ces données. Grâce au recoupement de ces données, avec lesquelles il faut tout de même se montrer circonspect, il ressort que le territoire des Parisis était situé à la limite entre la Gaule belgique et la Gaule celtique, avec pour voisins
les peuples belges Véliokas, Bélovac, Sylvanel et les Sénons, les Carmutes et les Oulerques et Burovis pour la Gaule celtique. La confluence Seine-Oise marque sa limite nord, alors que sa limite sud se situe non loin de Melun. Nous allons maintenant voir les principaux sites d'habitat de la région parisienne. Les Parisis se distinguent par une organisation de leur territoire bien axée sur le cours de la Seine et son bassin hydrographique. Les fouilles de sauvetage menées depuis les années 1990 ont permis de révéler de nombreux sites d'habitat implantés le long de la Seine. Pendant les 2 derniers siècles de l'indépendance, les activités artisanales, politiques et probablement militaires se distribuaient dans des agglomérations et des bourgs non fortifiés. À côté de ces bourgades, Bobigny et Nanterre sont de bons exemples. Les campagnes constituaient le cœur d'une économie encore tournée vers les activités agro-pastorales et formaient le maillage de réseaux de production et d'échange pour alimenter habitat groupé et Opila. Le site de Nanterre, localisé ici, est sans doute l'un des jalons essentiels de l'implantation des Parisis continentaux au sein d'un réseau de sites contrôlant le cours moyen de la Seine, à l'instar de Lutèce et très certainement de Saint-Maur-des-Fossés. À la sortie de leur territoire, au lieu dit les Guignons, les vestiges d'un important habitat groupé ont été mis au jour entre 1993 et 2005. Installé en fond de vallée, ce gros bourg se matérialisait par des concentrations très denses de fossés, de puits et de fosses. Le statut du site et la prospérité de ses habitants se reflètent dans l'organisation du site, en particulier la sectorisation d'activités spécialisées et diversifiées, et dans un matériel abondant. Tous ces marqueurs attestent la présence d'une élite installée sur le site entre le 2e et la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ces éléments, ainsi que la position de Nanterre sur une presqu'île formée par un méandre de la Seine, ont amené certains chercheurs à suggérer que la capitale des Parisis, Lutèce, s'y trouvait. Toutefois, le fait que le site ait déjà un nom, qui de plus n'est pas mentionné par César, va à l'encontre d'une telle hypothèse. Au début du 2e siècle avant Jésus-Christ, Bobigny, voit l'abandon de ces nécropoles et le développement d'un très vaste habitat groupé, rassemblant différentes productions spécialisées au sein d'une organisation spatiale bien structurée. La découverte d'objets et de matériaux importés témoigne aussi de l'intégration du site dans des réseaux d'échange à longue distance, et ce jusqu'à l'époque de la conquête qui marque son déclin. Les sites de Varennes-sur-Seine et de Meulan, localisés au carrefour de plusieurs territoires, ont également livré un riche mobilier au sein de structures d'habitat et de production. L'organisation de l'espace de Varennes évoque une gestion orthonormée de l'espace selon un schéma auto-urbain. Les vestiges découverts au Plessis-Gassot, à Fontenay-en-Parisis, Chelles ou encore Épirus témoignent quant à eux d'implantations plus modestes, vraisemblablement liées à la gestion des ressources agricoles. Depuis les années 90, la connaissance du monde rural gaulois a considérablement progressé, en particulier sur les plateaux du bassin parisien, qui sont explorés systématiquement dans le cadre de fouilles archéologiques préventives. La combinaison d'approches menées à différentes échelles par les archéologues et les géographes montre la conquête et la mise en valeur de terres agricoles à une échelle jamais atteinte jusqu'ici. La multiplication et la densification des établissements agricoles et des parcellaires qui les entourent façonnent le territoire, ce, dès le début du IIe siècle avant Jésus-Christ. La cinquantaine d'unités reconnues correspondent à différents degrés de hiérarchie, depuis les petits enclos isolés aux plus riches établissements. Ces derniers ont livré un mobilier qui témoigne d'une élite, qui assure l'approvisionnement des grands sites d'habitat établis le long de la Seine, voire l'exportation à longue distance via le cours du fleuve. Nous allons maintenant nous intéresser aux problèmes d'identification et de localisation de l'oppidum de Lutèce. Comme l'ont souligné plusieurs auteurs, il n'est pas très étonnant de ne pas avoir retrouvé de traces tangibles de l'oppidum de Lutèce, qui est bâti à la mode gauloise en bois et terre. En effet, César nous informe qu'il a été incendié volontairement en 52 avant Jésus-Christ sur ordre de Camillogène. De plus, sa position sur un site inondable est entourée de... Sa position sur une île est entourée de marécages exposés aux inondations provoquées par les fréquentes et importantes crues de la Seine. Par ailleurs, l'évolution du cours du fleuve dans le temps a modifié le paysage et a pu faire disparaître l'île où était implanté l'oppidum. Par ailleurs, la continuité de l'urbanisme à Paris, qui implique sans cesse un espace sans cesse arasé, nivelé et remanié depuis 2000 ans, complique encore la découverte de tels vestiges. Le réseau urbain dense de Paris empêche l'exploration à grande échelle et certaines fouilles sont limitées à des carrés, voire des puits qui peuvent être dangereux pour les fouilleurs.
Enfin, la non-publication de certaines fouilles réalisées à Paris, de même que la disparition du mobilier des fouilles anciennes, gênent la recherche et ne permettent pas de juger les interprétations et datations. Alors, si les éléments topographiques et géographiques évoqués dans les textes antiques à propos de Lutèce, tels que sa présence sur une île, sa ressemblance avec le site de Melun ou la mention d'un marais, rappellent la configuration de Paris, la répartition des monnaies et trésors parisiaques semble confirmer cette hypothèse. En effet, le site de Paris a livré le plus important lot monétaire du territoire, avec près de 300 monnaies gauloises, dont la moitié provenant de dragage et plus de 160 en contexte. Leur étude révèle l'existence de 2 faciès distincts, dont le plus récent correspond à l'édification de la ville romaine sur la montagne Sainte-Geneviève, vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, et le plus ancien à l'île de la Cité et aux berges de la Seine. La présence de la ville romaine portant le même nom que la ville gauloise suggère par ailleurs une continuité dans l'occupation de l'espace. Lorsque les Romains fondent une nouvelle ville à une certaine distance de la ville gauloise conquise, ils changent son nom, comme c'est le cas pour le site de Bibracte. Il serait étonnant que la ville gauloise ait conservé le nom de la ville Il serait étonnant que la ville gallo-romaine ait conservé le nom de la ville gauloise si celle-ci n'était pas située à proximité immédiate. Par ailleurs, la position géographique de Paris bénéficie de plusieurs défenses naturelles et constitue un point de passage stratégique entre la présence d'îles et d'îlots permettant de traverser la Seine et ainsi de relier le nord et le sud. Le fleuve lui-même assure la communication entre l'Est et l'Ouest et relie la Manche au Rhône. Les confluences proches de plusieurs rivières facilitent également les déplacements avec les territoires voisins. Par ailleurs, cet emplacement bénéficie d'une ouverture terrestre vers le nord et permet d'exploiter des ressources naturelles telles que le calcaire et le limon. Enfin, des éléments archéologiques lacunaires témoignent d'une occupation sur le site de Paris au second âge du fer. Le contexte hydrographique du site de Paris correspond à un méandre encaissé de la Seine. Aussi, l'occupation du sol s'est développée en fond de vallée et sur les versants. Alors, nous voyons ici les sites, certains identifiés clairement comme et datés clairement sur la rive gauche et la rive droite de Paris. Ici, les principales découvertes sur l'île de la Cité et Saint-Louis, ainsi que dans la Seine. Donc, les éléments en rose et en orange sont ceux qui restent incertains. Donc, ça fait quand même beaucoup, comme vous voyez. La concentration de dépôts d'objets métalliques et de trésors monétaires dès la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ dans le lit majeur de la Seine signale, outre la proximité de l'oppidum principal des Parisis, des pratiques votives liées au fleuve. Dès l'époque moderne, le site insulaire décrit par César a été identifié à l'île la plus importante et seule habitée de Paris, qui est l'île de la Cité. Selon Didier Busson, la découverte en 1710 sous l'emplacement de Notre-Dame du célèbre pilier des Nautes aurait tenu un rôle dans cette hypothèse. La plupart des fouilles réalisées sur l'île de la Cité sont anciennes et il est souvent impossible de vérifier les interprétations et les datations proposées au moment des fouilles car le mobilier a disparu. Seuls 2 sites fouillés plus récemment à ce niveau semblent apporter des éléments. Ainsi, rue de Lutèce, des structures ont été interprétées comme des fonds de cabanes qui attesteraient une occupation antérieure à la conquête romaine. Les fouilleurs ont aussi voulu voir dans un niveau d'alluvion contenant des restes charbonneux et de la céramique la trace de l'incendie de la bataille de Lutèce. Cette datation ne s'appuie sur aucun mobilier et l'absence de publication ne permet pas de juger les interprétations. Par ailleurs, les fouilles rue de Harlay ont livré des tessons considérés comme proto-historiques dans un possible paléosol surmonté du niveau charbonneux. À proximité, un creusement de type érosif aurait été comblé entre la fin de la proto-histoire et le Haut Moyen-Âge. Ces découvertes sont incluses dans 2 séquences qui témoigneraient de la mise en place d'une île à la proto-histoire. Toutefois, il faut noter qu'elles ne sont pas localisées dans la partie où se développera plus tard la ville gallo-romaine. Les travaux d'aménagement des berges de la Seine et les dragages réalisés dans le lit majeur du fleuve ont entraîné la découverte de mobilier mal localisé, dont quelques pièces d'armement. Les fouilles menées entre 1991 et 1992 sur le site de Bercy, dans ce même contexte fluvial, n'ont livré aucun mobilier de l'époque latinienne, malheureusement. Sur la rive droite de la Seine, les vestiges trouvés dans les années 90 lors des fouilles de la rue Saint-Martin et au carrousel du Louvre sont très ténus. Les plus remarquables concernent les restes d'une installation agro-pastorale sous les jardins du carrousel. Le mobilier recueilli dans le fossé date l'enclos que nous pouvons voir ici de l'Athènes moyenne. On mentionnera en particulier sur ce même site la découverte d'une variante précoce de fibule filiforme
en bronze à arc tendu, apparenté au type de Noailles, antérieur aux témoins mis en évidence sur la rive gauche. À proximité des jardins du Carrousel, les fouilles de la cour Napoléon ont aussi livré 2 enclos datés de la fin de l'époque de la conquête, qui attestent une occupation également de nature agricole sur la rive droite vers 50 avant Jésus-Christ. Enfin, les fouilles de la rue Saint-Martin ont mis en évidence la présence de plusieurs phases d'occupation antérieures à l'installation du cardo. Des structures d'habitat de type rural caractérisent la première phase. Un four domestique, des fosses et des traces de métallurgie y sont associées. Par la suite, des cultures puis une possible aire de passage ont succédé à cette première installation. Quelques vestiges anciens ont aussi été mis au jour sur la rive gauche. Dans cette zone approximative. Il s'agit notamment d'un puits contenant une double inhumation d'un homme et d'une femme, dont la datation serait comprise entre 100 et 150 avant Jésus-Christ. Un autre puits, situé dans les environs de celui-ci, contenait des ossements humains parmi des restes de faune. Toutefois, leur datation et leur interprétation cultuelle ou funéraire ne sont pas clairement définies. Par ailleurs, des éléments de char du IIIe siècle avant Jésus-Christ auraient été exhumés hors contexte rue Tournefort. De manière plus sûre, la séquence de fibules recueillies dans les fouilles ou conservées dans les collections anciennes recouvre une période qui débute au plus tôt aux alentours du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui correspond il s'agit de celle que nous pouvons voir actuellement. Dans ce même secteur, qui correspond à la montagne Sainte-Geneviève, qui est donc ici, les indices d'une fréquentation s'inscrivent dans un horizon chronologique contemporain de l'époque de la conquête ou légèrement postérieur. Les structures observées consistent essentiellement en fosses et fossés, généralement liés aux premiers aménagements urbains. Ces derniers se composent d'éléments de voirie et d'habitats en bois étorchi reposant sur des sablières. Ils présentent de petites dimensions et un caractère standardisé, comme on peut le voir sur l'image ici. Ces caractéristiques et le mobilier associé ont amené Mathieu Pou et Sylvie Robin à y voir une présence militaire. Celle-ci était probablement associée à l'édification de la ville gallo-romaine et peut s'expliquer par des raisons logistiques et économiques. Cette hypothèse s'appuie également sur la découverte dans un puits du jardin du Luxembourg de l'inhumation d'un auxiliaire gaulois de l'armée républicaine et datée du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc nous pouvons voir le mobilier ici. La présence gauloise sur le site de Paris est donc très lacunaire et n'a pas encore livré de vestiges permettant d'identifier formellement l'emplacement de l'oppidum insulaire. Il ne s'agit cependant pas d'une exception, car d'autres oppidats cités par César dans la guerre des Gaules sont dans le même cas. On peut citer Melun et Sens, qui est situé sur le territoire tessénois. Nous allons maintenant voir l'environnement géomorphologique de Paris. Donc, la localisation sur une île de Lutèce, mentionnée à plusieurs reprises dans les textes antiques, constitue une protection en soi. Cette situation est une particularité du territoire des Parisis, puisque la plupart de leurs occupations urbaines sont insulaires ou quasi-insulaires, ce qui rend la construction d'un rempart moins indispensable. Cependant, ce type de localisation n'est pas spécifique aux Parisis, et plusieurs oppidats de cités différentes ont profité de la protection offerte par le fleuve et rivières, comme on peut le voir à Besançon, Berne ou encore Altenbourg, Rheino, qui sont situés sur des presqu'îles. Par ailleurs, une installation à l'emplacement actuel du centre de Paris permettait de bénéficier de la protection d'un important marais localisé au nord de la boucle de la Seine. Ce marais s'est développé au niveau d'un paléoméandre de la Seine qui coulait pendant l'Holocène et que l'on peut voir clairement sur cette carte à ce niveau. Ce bras mort, d'une longueur de 8000 à 8500 mètres et d'une largeur de 200 à 300 mètres, était approvisionné par les eaux des sources ruisselantes des collines qui l'environnent. En plus de cet écoulement perpétuel, la Seine réoccupe ce bras lors des crues. César mentionne justement l'existence d'un marais continu qui déversait ses eaux dans la Seine et rendait l'accès de toute la région difficile. Adlon Barjourdan a associé ces deux marais et proposé que Lutèce se trouve sur le terrain localisé entre le cours actuel de la Seine et donc le Paléochenal, à peu près à ce niveau-là. Par ailleurs, la confluence de la Bièvre avec la Seine formait un marais en plus de chenaux dont les cours changeaient avec le temps. Les rivières de l'Oise et de l'Essonne formaient elles aussi un marais à leur rencontre avec le fleuve. Plusieurs hauteurs forment une certaine protection de la plaine alluviale au niveau de Paris. La ville gallo-romaine s'est développée sur la plus importante de ces hauteurs, au sud, sur la montagne Sainte-Geneviève. On y trouve également les collines de la butte aux Cailles à ce niveau et la butte Montparnasse plus au nord-ouest et au sud-ouest qui ne se voit pas ici. Au nord de la Seine se trouvent les collines de Ménilmontant, de Belleville, de Montmartre, également le Monceau de l'Étoile, et plus au sud de Chaillot et encore plus au sud d'Hôtel-Est. Voilà.
Le col de la Chapelle sépare Montmartre et Belleville et ouvre ainsi un passage terrestre vers le nord. Enfin, les textes anciens mentionnent la présence de forêts encore importantes, comme on peut le lire dans le récit de la bataille de Lutter, affirmé par les études environnementales. Maintenant, pourquoi c'est un emplacement stratégique. Le territoire peu étendu des Parisis occupe une position centrale. Implanté équitablement de part et d'autre du cours moyen de la Seine, il constitue le principal carrefour du nord de la Gaule entre la Belgique et la Celtique. La répartition de ses principaux sites urbains le long de la Seine lui permet de contrôler plusieurs points stratégiques sur le réseau fluvial qui relie la Manche au Rhône, notamment la confluence avec la Marne à ce niveau-là, sur l'axe est-ouest, Lyon et l'Essonne sur l'axe nord-sud, et l'Oise à la frontière avec la Gaule-Belgique. D'ailleurs, l'étude des textes antiques, en particulier de Strabon, permet de deviner que cette région était située sur l'itinéraire du trafic de l'étain entre la Cornouaille britannique et la Méditerranée, au moins au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le centre géographique et probablement économique de la cité-territoire est Lutèce, seul oppidum des Parisis dont le nom nous soit parvenu. Il constitue la pièce maîtresse du contrôle des Parisis sur l'axe fluvial de la Seine. Sa position défensive et stratégique est bien attestée par le texte de César, qui indique comment Camillogène fait couper les deux ponts qui relient Lutèce à la terre ferme, afin d'éviter que Labienus ne s'en empare et ouvre ainsi le passage aux légions romaines. L'émergence politique de la cité parisienne comme entité autonome est réalisée au moment où le nom des Parisis entre dans l'histoire sous la plume de César. Selon Paul-Marie Duval, l'alliance temporaire avec les Sénons aurait été contractée au moment des invasions symbro-teutoniques en 113 avant Jésus-Christ et se serait soldée par une prise de distance plus importante des Parisis à l'égard de leurs voisins, ce dont témoigne l'apparition de leur monnayage en or, illustrant à la fois leur enrichissement et leur émancipation politique. Cette dernière est probablement due à une volonté de tirer profit du grand commerce qui se développe à cette époque sur l'axe de la Seine et ses affluents. Les cartes de répartition des monnaies et des céramiques importées le long de la Seine au 1er siècle avant Jésus-Christ témoignent d'un cloisonnement entre les Parisis et les Belges du Nord, ainsi qu'avec les Lévioclates. Sur le plan monétaire, il en va de même avec leurs voisins, les Sénons, qui étaient pourtant leurs anciens alliés. Ce cloisonnement commercial pourrait avoir une origine culturelle, comme on peut le lire dans un passage de César, qui évoque le rejet du vin par les Belges en raison de son incompatibilité avec leurs valeurs guerrières. Ainsi, la cité parisienne commerçait surtout avec les cités ouvertes aux apports méridionaux comme elle. Grâce à leur emplacement stratégique, les Parisis pouvaient contrôler la redistribution des produits importés vers les territoires du nord-est et du centre via le réseau fluvial qui traverse son territoire. Ils pouvaient ainsi s'arroger leur part de bénéfices issus de ces échanges commerciaux. La cité des Parisis constitue donc une puissance économique de premier plan, politiquement unifiée, comme en témoignent d'une part la qualité et la stabilité exceptionnelle du monnayage en or, et d'autre part le développement sur son territoire de petites agglomérations prospères tournées vers les échanges à longue distance. Donc, lors de cette communication, nous avons vu les difficultés rencontrées pour localiser l'oppidum, malgré son importance stratégique, politique et sans doute commerciale. Le site de Paris reste l'emplacement le plus logique, à la fois pour ses défenses naturelles, sa position au cœur du territoire parisien et la continuité de l'occupation avec la ville gallo-romaine qui porte le même nom. Ajoutons les recherches menées par Jean Bruand de l'INRAP, qui tendent à placer le site même de Paris dans un réseau de voies pré-romaines à longue distance. Le dernier présentera ses travaux d'ici peu. Malheureusement, il n'a pas été possible de montrer de carte archéologique récente de Paris car elle est actuellement en cours d'élaboration au service régional d'archéologie. Celle-ci aurait pu vous montrer plus clairement que certaines zones restent encore à fouiller, notamment entre les anciennes rues de Vaugirard et du Bac, qui encadre une zone en hauteur et donc non inondable. Sur la rive droite, le quartier du Marais, dit du Marais, vers l'emplacement du Ménilmontant, reste encore à explorer. Paris n'a donc pas fini de livrer tous ces mystères. Donc si nous n'avons pas trouvé l'oppidum, au moins nous savons où se trouve la rue de Lutèce. Bibliographie,